intéressant que vous traduisiez cette expertise en quelque chose, on va dire, d'accessible pour nous, les profanes. Alors, ça marche. Ça, c'est très bien de revenir sur la question. En fait, expertise en data et en transformation numérique veut dire simplement qu'on a conçu une entreprise, du moins on a une entreprise qui s'est spécialisée dans l'adoption de nouvelles technologies pour les PME et plus tard pour les gouvernements. Et depuis déjà plus de 7 ans, 8 ans, je dirais même 8 ans, parce qu'avant, on était plus dans d'autres secteurs. On essaye d'auditer les boîtes qui ont des besoins spécifiques, peut-être en matière d'adoption, en matière de conception et aussi de sécurisation, pour leur proposer des logiciels, des méthodes, peut-être innover peut-être sur une manière de travailler qui pourrait leur permettre de pouvoir finalement soit adopter l'IA pour eux, bien savoir utiliser les IA conçues par d'autres boîtes, etc. Donc, pardon, d'IA, on parle juste plus d'IA générative aujourd'hui, mais la question, c'est de savoir qu'on parle de l'adoption de l'IA. Est-ce que c'est une intelligence artificielle telle qu'on la connaît depuis déjà 50 ans? Parce qu'il faut le dire que l'intelligence artificielle n'est pas que depuis 2023 avec l'arrivée de ChatGPT. C'est une question qui est déjà abordée dans la recherche depuis, je dirais, 15 ans. J'ai vu les premiers papiers. Attention Holoanit, par exemple, de Google. C'est un papier qui est sorti en 2016. Et entre 2016 et 2025, qu'on parle d'IA générative, qui n'est que la conséquence d'une recherche, effectivement, qui était basée sur le modèle, l'architecture GPT, donc Transformer, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA et qu'on se limite au génératif, on rate énormément de choses. Parce que derrière ça, il y a des modèles de classification qui sont utilisés dans tout, hein. Par exemple, sur YouTube, dans la génération de contenu basé sur l'historique, c'est un peu du machine learning. Par exemple, dans des voitures autonomes aujourd'hui, on connaît tous une marque qui s'appelle Tesla où on a de la conduite autonome basée sur l'apprentissage à temps réel, sur des données qui ont été entraînées pour savoir ça c'est un panneau, ça c'est une ligne continue, tout ça c'est du deep learning. Alors nous, dans tout cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est que lorsqu'on audite des boîtes et qu'on trouve qu'il y a un besoin qui pourrait finalement y sortir, une technologie qui pourrait être mise en place dans ce secteur, notre rôle, c'est de faire un gap entre, voilà, ça existe et qu'est-ce que vous avez besoin. On fait matcher les deux et on se spécialise dans le développement en solutions d'IA génératif aussi, voilà, pour que cette boîte puisse en tirer parti. J'espère que j'ai été assez explicite, mais on va avoir le temps de discuter durant le panel. Alors, tout à fait. Merci infiniment d'avoir pris le temps, je dirais, d'interpréter et de traduire le vocabulaire très technique, mais ça nous a permis déjà d'avoir une meilleure idée de quoi il s'agit. Et je vais maintenant me tourner vers la troisième personne qui va faire partie aujourd'hui du panel qui va éclairer nos lanternes au sujet de la possibilité, de la capacité de l'intelligence artificielle de participer à un meilleur développement des entreprises. Et je nomme Monsieur Rodolphe Aka et je vais aussi faire en sorte que Monsieur Aka puisse avoir la parole. J'aimerais répéter ce que j'ai mentionné au début de cet échange. Ce serait très aimable de votre part d'indiquer vos noms et prénoms euh, sur votre outil d'identification, que ce soit votre téléphone portable, votre laptop, votre ordinateur, indiquez votre nom et votre prénom et pas que nous voyons HP ou IP. Alors, Monsieur Rodolphe Aka, normalement, vous devriez avoir la parole. Oui, bonjour et bonsoir à tous. Voilà, bonjour. Bonjour, Monsieur Aka, et merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être là sur ce panel-là et parler encore d'intelligence artificielle, pour parler encore de l'Afrique. Voilà, l'Afrique qui nous tient à cœur avec nos jeunes nations. Ok, l'intelligence artificielle qui représente plus ou moins une opportunité pour nous en tant que jeunes nations. Voilà, c'est un thème d'actualité. Nous sommes à un tournant décisif des révolutions industrielles que le monde a connues. Donc, c'est un thème d'actualité. Et je suis aujourd'hui sur ce panel en tant que représentant des entreprises chinoises.
OK? Je déroule un peu rapidement euh, mon intervention ici. C'est pour mettre en lumière un peu ce qui se fait en Chine et quelles sont les possibilités qu'on a sur nos différents pays. Non seulement, c'est vrai que le Bénin a quand même une avancée majeure sur les 2, 3 dernières années, mais l'objectif, c'est de voir tous nos pays, nos jeunes pays africains, adopter l'IA, d'abord être éduqués sur l'IA, être conscients des possibilités. OK? Quels sont les différents acteurs que nous pouvons approcher pour réaliser nos projets? OK? Et aussi faire taire ou faire disparaître tout ce qui est bias, tout ce qui est mauvaise connaissance, tout ce qui est prétendu et tout qu'on ne pourrait pas, en tant que citoyen lambda, cerner au prime abord lorsqu'on parle de l'IA. Ouais. Alors, merci beaucoup, monsieur Aka. Et je pense que un des éléments les plus importants que vous venez de mentionner est le fait qu'il faut, est le point sur l'éducation. Nous entendons tous énormément parler de l'intelligence artificielle. Nous voyons qu'elle est, on va dire, décriée ou qu'elle est encensée. Maintenant, le tout est de savoir l'utiliser à bon escient pour qu'elle puisse faciliter le développement du tissu je dirais, des échanges commerciaux, que ce soit dans les pays eux-mêmes ou bien entre nations, et qu'elle permette aussi de faciliter le développement de ces entreprises. Et comme vous l'avez très justement indiqué, il est important d'être au courant de ces nouvelles technologies et tous ces développements se passent à une vitesse absolument incroyable et la mise à jour est vraiment nécessaire, je dirais, de manière, si pas mensuelle, de manière quelquefois hebdomadaire, surtout quand il s'agit de technologies développées par la Chine. Mais nous voyons également que certaines de ces technologies sont déjà appliquées dans des pays qui facilitent on va dire tout le côté administratif comme Singapour ou bien dans les Émirats arabes unis où aussi les nouvelles technologies sont utilisées pour faciliter les aspects administratifs les actions administratives de beaucoup d'entreprises ainsi également que de services gouvernementaux. Alors, je vais demander au docteur Kuburatu Adjaton, pardon, comment est-ce qu'elle elle gère ça à son niveau? Est-ce que vous, docteur Idjaton, vous êtes consulté par des entreprises ou par des groupes pour justement les mettre au courant des possibilités, de la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle? Et si ma mémoire est bonne, comme vous l'aviez indiqué, nous avons déjà eu l'occasion d'avoir le plaisir de vous entendre lors d'un événement précédent organisé par la nation du Bénin. Vous êtes vous-même également une entrepreneuse très dynamique. Donc, est-ce que vous pourriez partager à la fois votre expérience et expliquer de quelle manière vous intervenez au niveau des entreprises? Je vais faire en sorte également que vous puissiez reprendre la parole. Voilà, le docteur Kuburatu Idjaton, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une question très, très intéressante et à la fois large. Je vais essayer d'être un peu succincte. Euh,
Au vu de l'intérêt que suscite le sujet de l'IA, même en tant que scientifique, on va dire concentré sur son travail et son quotidien, on reçoit beaucoup de sollicitations. Vous me recevez? Nous vous entendons parfaitement et nous vous voyons. Merci, docteur. Ok, merci. Donc, on reçoit beaucoup de sollicitations et si je dois un peu catégoriser tout ça, c'est plus des sollicitations, si ça vient des dirigeants ou des décideurs, c'est des sollicitations sur on veut comprendre comment ça marche, on en entend parler beaucoup et on veut pouvoir cadrer, si c'est des chefs d'entreprise, l'usage au sein de nos équipes. On veut aussi comprendre comment est-ce qu'on peut en tirer parti. On a tel enjeu business, comment est-ce que l'IA peut nous permettre d'accélérer cela. Donc, ça peut partir d'une entreprise, par exemple, dans l'agriculture, qui va me dire, mais est-ce qu'on peut suivre nos récoltes avec l'IA, avec l'imagerie, ou ça peut être une entreprise classique qui va dire est-ce qu'on peut mettre à disposition ou contrôler comment est-ce que nos ressources humaines, donc une entreprise dans le recrutement, est-ce qu'on peut contrôler comment nos ressources humaines sont en train d'utiliser les IA externes parce qu'on ne veut pas que les offres d'emploi auxquelles on a accès soient intégrées dans les IA publiques. Donc, il y a ce besoin aussi d'avoir une solution interne donc, essentiellement, on a trois cas d'usage. On a les usages transverses, où c'est les usages classiques, ChatGPT, Gemini et autres. Puis, il y a les besoins métiers, donc les usages métiers, où euh, la plupart des gens veulent, OK, comment est-ce que ça aide mon métier, que ce soit en RH, que ce soit en agriculture ou autre, en média, comment est-ce que ça aide mon métier, comment est-ce que ça aide pour un journal méridateur à mieux rédiger, pour une pharmacie ou un groupe pharmaceutique, comment est-ce qu'on peut exploiter ça pour mieux avoir une solution qui informe mieux nos partenaires médecins sur nos produits, nos médicaments, leurs notices et leur, les, comment faire la posologie et autres, et les effets indésirables et tout autre et autres, ou encore comment est-ce qu'on peut, si c'est une école, comment est-ce qu'on peut contrôler pour que tous nos supports de cours ne soient pas mis dans les IA publiques par les étudiants. Donc, les demandes sont assez diverses et variées. Donc, trois cas d'usage, je disais, usage transverse, usage métier, donc les exemples d'usage métier, et les besoins d'automatisation très spécifiques. Donc, automatisation dans une chaîne de production pour dire on veut pouvoir trier avec de l'imagerie. Donc, des cas d'automatisation qui sont poussés et qui nécessitent de mettre en place une équipe technique qui va développer cette solution-là. Donc, c'est un peu les retours qu'on a, un peu les sollicitations que je reçois personnellement et qui occupent plutôt pas mal. Euh, Quelque chose qui revient aussi et qui est très intéressant à observer, c'est quand les entreprises, que ce soit PME ou grands groupes, quand ils n'ont pas d'idée ou quand les dirigeants n'ont pas forcément d'idée de comment l'adopter, la première chose que je leur propose, c'est un audit, qui est un service que j'ai depuis longtemps maintenant un audit donné IA où ils ont la possibilité de me recevoir sur une période de temps où on parcourt ensemble c'est quoi votre métier, c'est quoi vos process internes et à chaque étape, ils ont des retours sur comment est-ce que l'IA peut intervenir dans tel ou tel process interne ou dans tel ou tel enjeu que vous avez pour pouvoir accélérer les choses pour vous. Donc, c'est un petit peu ça ce que j'observe sur le marché. Merci. Merci beaucoup, docteur Idjaton, pour ce partage, on va dire, de réalité, parce qu'il faut qu'on comprenne un tout petit peu comment ça se passe, je dirais, dans le quotidien. Je vais me tourner vers Monsieur Rodolphe Aka, euh, qui naturellement, avec l'entreprise que vous représentez, comme je l'ai indiqué, comme vous l'avez indiqué également, le groupe Huawei, qui est un très grand groupe, euh,
chinois qui non seulement produit des téléphones, mais produit également toute une technologie. Moi qui me trouve par exemple ici au Palais des Nations Unies à Genève en Suisse, toute la technologie du téléphone 5G est fournie par Huawei. Donc, on voit que même les Suisses, alors on n'a plus accès au téléphone Huawei, c'est-à-dire l'appareil lui-même, pour des raisons de boycott du marché par l'Europe, mais la technologie de pointe du groupe Huawei en matière de 5G est plus que jamais utilisée. Alors, Monsieur Rodolphe Aka, j'imagine que il me semble avoir ouvert euh, votre micro. Est-ce que vous C'est bien ça. pourriez, voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, justement, de qu'est-ce qu'il existe comme technologie en ce moment? Quelles sont les technologies en attente ou bien qui sont déjà appliquées, utilisées en Chine et qui ne sont pas encore arrivées chez nous? D'accord. Merci pour ce que vous venez d'éclairer plus ou moins mon auditeur. Ok. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Huawei, c'est pas que les téléphones. Est-ce que vous Dans pourriez, la... excusez-moi, Monsieur Aka, est-ce que vous pourriez parler ou plus fort ou bien parce qu'on a un petit problème de perdition de son. Est-ce que vous pourriez reprendre, s'il C'est vous mieux plaît? comme ça? C'est mieux comme ça? C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Aka. Voilà. Donc, je disais que Huawei, c'est pas seulement les, les téléphones, comme effectivement ça fait partie de la mémoire commune, ok? Mais pour ceux qui pratiquent les télécommunications, Huawei, c'est l'égal de Nokia, d'Ericsson sur les télécommunications. Ça, c'est le point de départ de Huawei. Et aujourd'hui, Huawei s'est lancé dans l'IT depuis, on va dire, une quinzaine, voire une vingtaine d'années sur la partie IT. C'est quoi la partie IT? C'est tout ce qui est infrastructure d'entreprise. OK? À l'intérieur des data centers, même la production des data centers, OK? Tout ce qu'on a comme stockage. Et aujourd'hui, moi, chez Huawei, je suis sur la partie cloud, big data et IA. Alors, excusez-moi de Les... vous interrompre. Est-ce que je peux Ouais. vous demander Mhm. de détailler, définir, décrire qu'est-ce que c'est le data, qu'est-ce que c'est le cloud? Euh, OK. Imaginez que vous parlez à un public de jeunes ados qui souvent sont beaucoup plus qualifiés que nous les adultes, mais que vous puissiez partager avec vous justement l'expérience pour qu'on comprenne bien D'accord. qu'est-ce que c'est que l'infrastructure, qu'est-ce que ça signifie. Et lorsque vous dites que justement Huawei est à l'image des groupes européens qu'on connaissait, est-ce que vous pouvez détailler et D'accord. expliquer? Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Donc, on va utiliser un langage que tout le monde peut comprendre. Voilà. Donc, déjà, Merci beaucoup. euh, pour la télécommunication, euh, on part déjà des téléphones filaires à la maison. Je pense que ça, tout le monde a une idée de ce que c'est. Et après, lorsqu'on passe sur la 3G, la 4G pour les téléphones, nous avons besoin de connecter tout le monde. Donc, on a besoin d'antennes, de relais pour émettre le signal. Et ce sont ces antennes-là, OK, qu'on appelle, si vous voulez, des points de relais, des points d'accès qui sont confectionnés par des grands groupes comme Ericsson, comme Nokia, comme Huawei. Et en plus de cela, il faut avoir maintenant ce qu'on appelle des switches. Des switches pour faire la gestion du réseau. Voilà. Donc, Huawei a commencé à confectionner, à fabriquer tous ces équipements-là. OK? Et aujourd'hui, Huawei s'est lancé dans l'IT. L'IT, qu'est-ce que c'est? Vous avez une entreprise, vous avez besoin d'avoir plusieurs collaborateurs qui ont des terminaux, c'est-à-dire des ordinateurs. OK? Ça peut être des téléphones, ça peut être des tablettes et tout. Mais vous avez aussi un serveur où vous gardez l'ensemble de vos messages
les messages mail, que ce soit les bases de données et tout, que tout le monde peut interroger dans l'entreprise. OK? Donc, Huawei s'est lancé dans la fabrication de ce type d'équipement-là, serveur, switch pour avoir plusieurs points dans la ville ou dans le pays qui sont reliés comme si c'était un seul réseau. Donc, c'est tous ces équipements-là qui entrent plus ou moins dans la liste de produits de Huawei. OK? En plus de ça, lorsqu'on parle de serveur, pour lancer une nouvelle application, si vous voulez avoir par exemple un serveur de messagerie par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait acheter un serveur physique sur lequel on allait installer une application de messagerie. OK? Donc aujourd'hui, cette technologie-là a démontré ses limites dans le coût d'acquisition, dans le temps de déploiement. Tous les utilisateurs sont anonymes que on va dire le coût d'acquisition et d'opération étant élevé, il fallait trouver une autre solution. OK? Après on va dire, ce IT traditionnel, on a eu l'avènement de la virtualisation qui permet d'avoir plusieurs serveurs de façon virtuelle sur un seul serveur. Voilà. Je parle de VMware qui est le plus connu en termes de virtualisation, qui permet, avec un seul serveur, d'avoir plusieurs machines virtuelles. Donc, du coup, on réduit les investissements qu'on a sur l'infrastructure d'une entreprise, mais aujourd'hui, vu la montée ou l'augmentation des utilisateurs qu'on a dans nos entreprises, dans nos nations, le problème qui se pose, c'est bel et bien le stockage sur ces serveurs-là. Donc, Huawei produit aujourd'hui des baies de stockage. Un serveur peut avoir un stockage jusqu'à 10, 20, 30 terabytes, OK, qui peut, pour une entreprise moyenne, qui peut courir sur, on va dire, une année à 2 ans max. Si on part sur une pérennité de 10 ans pour une conservation, par exemple, de data pour les banques, on parle sur 10 ans, sur 7 ans, il va falloir étendre le stockage de ces entreprises-là. Donc, il faut avoir, en plus des serveurs, il faut avoir des baies de stockage. OK? Et en plus de cela, lorsque la baie, elle est pleine, on peut faire des extensions et c'est des coûts additionnels. Aujourd'hui, on parle de cloud. Le cloud, c'est la capacité d'avoir des ressources informatiques via Internet. Je suis chez moi à la maison, je n'ai pas besoin de commander un serveur chez HP, chez Dell, chez Huawei. Je vois soit Huawei Cloud, Alibaba Cloud, je vois soit Amazon Web Service ou Google Cloud Platform, et je demande d'avoir des ressources. Donc, qu'est-ce que je gagne? Je gagne en temps et je gagne aussi on va dire, en coût d'investissement. Parce que non seulement c'est plus profitable et c'est plus rapide. OK? Donc, c'est ça plus ou moins le cloud. Maintenant, lorsqu'on a le cloud et qu'on a la possibilité d'avoir nos applications sans forcément attendre de se faire livrer un serveur, sans forcément attendre de dépenser de l'argent pour avoir des serveurs avec une certaine configuration, OK? Ce qui va se poser comme problème, c'est le rangement et l'analyse des données que j'ai sur ma plateforme cloud. OK? Mais avant de parler de rangement et d'analyse, je reviens sur l'aspect souveraineté des data. Lorsqu'on parle de cloud, je veux dire, le prochain thème à aborder, pour nous, Africains, ça sera la souveraineté des data. Parce que l'enjeu de l'intelligence artificielle, l'enjeu des nouvelles technologies aujourd'hui, moi, comme on le dit, c'est bien la data. Donc, lorsqu'on parle de cloud, il faut immédiatement situer la souveraineté des data.
Pouvez-vous Donc, définir, s'il vous plaît, ce qu'est la data? Merci. voilà. La data, c'est tout ce qui est transport, OK? Tout ce qu'on émet, tout ce qu'on garde, ça peut être des photos, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des vidéos, tout ce qu'on produit, OK, sur nos terminaux, tout ce qu'on produit, qu'on veut stocker. Voilà. Donc aujourd'hui, un cas très banal, des familles qui ont des albums photos. Je me rappelle, lorsqu'on était plus jeune, il y a 30 ans, 40 ans de cela, on avait des albums qui s'empilaient dans la maison, qu'on gardait dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter de l'espace sur un cloud dont on détient la clé d'accès, OK? Où on pourrait garder de façon numérique, archiver de façon numérique cette data-là. Et là, dans le cas de figure, ce sont des photos. Ça peut être des vidéos, ça peut être une base de données, ça peut être des machines virtuelles. Voilà, c'est ça la data en fait. Donc la data, il faut la stocker quelque part. Donc quand je parle de souveraineté des data, c'est où est-ce qu'on stocke cette donnée-là? Est-ce qu'on la stocke à l'étranger? Parce que lorsqu'on parle de cloud, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a forcément des serveurs, il y a forcément du stockage derrière physiquement, abrité dans un data center sur un territoire donné. OK? Pour Amazon, ça sera forcément les États-Unis. Pour Google, les États-Unis. Pour Huawei, vous allez voir en Chine, il y a plusieurs points que ces fournisseurs de cloud-là ont sur l'ensemble de la planète. OK? Donc, en Afrique de l'Ouest, pour la zone UEMOA, la zone CBAO, le prérequis, c'est d'avoir la data de façon sous-régionale. Donc, du coup, il faut chercher soit des cloud providers locaux ou avoir un fournisseur cloud d'un certain pays juste à côté où on peut plus ou moins garder nos data. Donc, la question de la souveraineté des data, elle est essentielle lorsqu'on veut parler d'intelligence artificielle, lorsqu'on veut parler de nouvelles technologies. Et après le cloud, on a cette technologie-là qu'on appelle le big data, qui permet de faire du rangement de la data. Parce que la data étant en volume, OK, il n'est pas, il n'est pas aisé de forcément trouver ce qu'on cherche dans un téra, dans des pétas, dans des états donnés de octets de data. Donc, il faut le big data pour un rangement et une analyse de données, de telle sorte que lorsque, pour ceux qui utilisent ChatGPT, pour ceux qui utilisent les machine learning, les LLM et autres, vous voyez un peu le temps de réaction lorsque vous posez une requête. OK? C'est parce que la data, elle est rangée. Et la technologie qui permet de faire ça, c'est le big data. Donc, lorsque la data, elle est rangée, lorsqu'on a du big data sur le stockage, qui soit local ou public, quand je dis public, c'est hébergé ailleurs, on a, si on veut développer des modèles IA, on a la possibilité d'écrire ses propres algorithmes, OK, et de les faire tourner sur nos propres machines si on a le stockage et le cloud en local ou soit dans le cloud public. Donc, c'est un peu la chaîne qu'on a, OK? De la télécommunication, on passe à l'IT, de l'IT serveur, on passe au cloud, du cloud, le big data, du big data à l'intelligence artificielle. Donc, chez Huawei, on a effectivement toutes ces différentes couches-là. Donc, aujourd'hui, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest ont la possibilité, avec le partenaire Huawei, d'avoir accès à ces technologies-là. On, on saura comment les accompagner, comment dimensionner les différents projets qu'ils ont afin de répondre de façon effective à leurs besoins. Voilà. Merci bien. Merci, Monsieur Aka. Non, 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 ne vous déconnectez pas, ne vous déconnectez pas. Ce n'est pas terminé, parce que vous venez d'ouvrir des pistes intéressantes, parce que comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout, on va dire, la capacité, la possibilité d'utiliser toutes ces nouvelles technologies au niveau des entreprises. Vous venez d'indiquer une chose qui est très importante, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire de la conservation
s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, la conservation de toutes ces datas de manière continentale sur le continent africain ou de manière sous-régionale. Vous venez de parler d'un partenariat possible avec un grand groupe comme Huawei ou d'autres possibilités. Comment est-ce pour justement sécuriser les datas, les informations des entreprises, comment est-ce qu'on peut procéder? On entend de manière de plus en plus régulière dans les médias que des entreprises, des hôpitaux, des ministères, des sociétés sont hackées et que donc on va voler, j'imagine, la data, je ne sais pas si on dit là ou le, vous allez me corriger aussi sur masculin ou féminin, et euh, que peut-on faire de cette data? De quelle manière est-ce qu'on peut affecter ce genre de hackage? Comment la société peut être touchée? Alors, c'est vrai qu'on se dit bien que si on, euh, on hack un hôpital, à ce moment-là, on peut obtenir des listes de malades et donc par la suite, ces malades peuvent peut-être être démarchés par des gros groupes de pharma. Mais par exemple, si vous avez votre petit business, votre petite entreprise à Cotonou, à Abidjan, à Nairobi, à Casablanca, de quelle manière ça peut être affecté? Puis aussi, donc, la réponse de comment un pays africain crée son propre cloud, sa propre conservation. Est-ce que, à l'heure où nous parlons, elle est obligée d'avoir un partenaire que je viens de citer et que vous-même avez cité aussi, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité pour nous de le faire par nous-mêmes? Comment est-ce que qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup d'avance pour votre réponse. D'accord. Le premier point, c'est déjà la cybersécurité. Comment est-ce qu'on se protège de hackers et tout? Il y a déjà l'éducation sur la cybersécurité qui n'est pas seulement dédiée aux informaticiens ou aux hommes du domaine. Il faut, en tant qu'individu, avoir des notions de cybersécurité. Ça, c'est la base. Par exemple, changer ses mots de passe, OK? Ne pas ouvrir des liens dans des mails dont on ne connaît pas ni l'émetteur, ni le sens même du mail, ni le lien en question. Donc, ce sont par exemple on va dire, c'est du b.a.-ba de cybersécurité que chaque individu, OK, doit connaître. Pour une entreprise, il y a des solutions de cybersécurité pour protéger non seulement le réseau, mais aussi protéger la data. Voilà, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à la protection du réseau. C'est vrai que l'intrusion, elle commence sur le réseau, mais il y a aussi, et dans le secteur financier, une méthode ou une pratique courante qu'on connaît très bien, c'est le inside job, c'est-à-dire que c'est de la modification des données ou on va dire du cryptage de données ou de la récupération de la donnée depuis l'intérieur. C'est quelqu'un qui a des accès, qui vole des données, qui manipule la data de l'intérieur. Donc, il faut protéger non seulement le réseau, parce que le réseau étant protégé, il y a forcément des utilisateurs à l'intérieur du réseau. Il faudra également protéger la data, de telle sorte que les data les plus sensibles ne soient pas immutables. Donc, ce sont des technologies qui existent dans la cybersécurité. Il faut approcher, on va dire, les experts de ce domaine-là pour pouvoir construire un système qui vous permet non seulement de sécuriser votre réseau, et de sécuriser également la data. Maintenant, lorsqu'on parle de la possibilité d'avoir du cloud en Afrique, aujourd'hui, chacun de nous peut construire son propre cloud. OK? Chacun de nous, c'est vrai que lorsqu'on parle de cloud, on peut se dire que c'est forcément un grand groupe qui peut l'avoir et tout. Mais déjà avec VMware, vous avez du cloud en local. Maintenant, si vous voulez vendre du cloud,
il faut passer à l'étape supérieure où vous avez du stockage distribué sur plusieurs sites que vous mutualisez pour former un seul nuage, pour former le cloud, en fait. Voilà. Donc, pour ça, vous avez les grands, on va dire, les grands groupes comme Amazon et tout, qui ont ce type d'offre-là. OK? Et pour moi, africain, je veux partager ici l'une des offres qui est pertinente pour moi, qui, je pense, répond à notre besoin, c'est l'offre du cloud privé. Qu'est-ce que c'est que le cloud privé? C'est la possibilité d'avoir un cloud local pour les gouvernements, pour les banques, pour les industries, OK, pour les entreprises sur lesquelles on peut soit allouer ou vendre des espaces virtuels, OK, ou on peut aussi faire de la segmentation de telle sorte qu'on a son propre espace et qu'on a suffisamment de l'espace pour en vendre. Donc, la notion de cloud privé respecte ce besoin-là de souveraineté des data. Souveraineté des data, c'est avoir le contrôle sur la data. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone, je contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tant que je ne fais pas de backup sur un cloud, j'ai l'entièreté de ce que j'ai dans mon téléphone sur le disque dur, il est de ma main. OK? Donc, la notion de cloud privé, c'est la même chose. Vous avez un data center chez vous, on va vous mettre des serveurs, on va vous mettre des switches, on va vous mettre du stockage, OK? Et on va vous mettre une couche de service cloud pour que vous puissiez scaler à volonté. Quand je dis scaler, c'est mettre à disposition des serveurs virtuels à volonté, que ce soit pour la vente, que ce soit pour le déploiement d'un nouveau service. Voilà. Vous êtes capable, vous-même, à votre niveau, de faire ce genre d'action-là. Mais lorsque la data, elle est hébergée ailleurs, lorsqu'il y a un problème là-bas, vous êtes impacté. Voilà. Récemment, Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aka, parce que bon, voilà. tout ce que vous nous dites est absolument passionnant et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui vient de découvrir les significations réelles de mots que nous utilisons ou que nous entendons tous les jours dans l'actualité. Et je vais me tourner vers le docteur Idjaton euh, pour justement, après tout ce que nous avons entendu, et vous l'avez précisé, docteur, que euh, vous êtes souvent appelé pour d'abord effectuer un audit au sein des entreprises. Qu'est-ce que vous préconisez comme outil ou comme action à entreprendre pour permettre d'utiliser justement les outils produits par l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion d'une entreprise, le développement d'un business? Qu'est-ce que vous préconisez? Et je me permets de demander à toutes les personnes qui nous suivent actuellement que si elles ont des questions à poser à nos experts, si elles veulent bien avoir la gentillesse de l'indiquer dans la partie où vous pouvez échanger pour les discussions. Comme ça, nous pourrons rassembler les questions pour qu'elles ne soient pas répétitives. Donc, écrivez quelques lignes dans la partie où nous pouvons échanger. Docteur Idjaton, je crois que votre micro a été débloqué. Oui, merci beaucoup. Pour l'adoption de l'IA au niveau des entreprises grandes ou petites, il y a des étapes. La première, c'est la vision en termes de quelles sont les attentes de l'entreprise par rapport à l'IA. Est-ce que c'est avoir plus de clients? Est-ce que c'est répondre plus rapidement ou accélérer tel processus? Est-ce que c'est mettre en place un nouvel outil qui facilite tel ou tel processus? Il faut avoir des attentes claires. Et justement, cette étape d'audit permet d'affiner les attentes et de s'assurer qu'elles répondent à
des solutions possibles de l'existant en ce moment pour l'IA. Parce que parfois, tellement il y a la hype autour de l'IA que les attentes sont parfois un peu euh, trop optimistes. Donc, c'est le rôle un peu de cette phase d'audit de cadrer un peu. Donc, une vision. Et l'un des enjeux dans une entreprise, c'est l'adoption des équipes. Donc, parfois, les équipes ont déjà des outils publics, souvent d'ailleurs, ont déjà des outils publics qu'ils exploitent. Et donc, ils ne souhaitent pas vraiment adopter les outils internes. Or, en termes de souveraineté, comme l'a évoqué tout à l'heure le second speaker, c'est bien d'avoir ces données à soi dans un environnement un peu contrôlé, un cloud privé ou un cloud physique en entreprise. Donc, il y a, il faut ramener les équipes, donc communiquer, former en interne pour une certaine adoption en interne. Donc, mise en place de la vision, communiquer avec les équipes et les données. Donc, en fonction de quel est l'objectif qu'on a défini dans la vision, on voit déjà quels sont les types de données de l'entreprise qu'il faut étudier. Supposons qu'il y a une PME qui est grossiste de, je prends un exemple très, très éloigné de la tech, de ciment et qui a plusieurs magasins qui se dit, j'aimerais votre IA là, comment je l'utilise. Donc, j'aimerais pouvoir accélérer mes ventes avec ce genre de choses. Donc, la donnée qui est en rapport avec comment mettre en place une IA qui accélère les ventes, c'est les données, ce sont les données de vente, ce sont les données clients. Donc, la vision définit directement quel type de données doit être centralisé, nettoyé. Et c'est en ce moment qu'on réalise qu'un des premiers problèmes qui se pose, c'est que les données sont en silo souvent dans les PME. Il y a une filiale quelque part au centre du pays qui a ces données en interne, puis il y a une autre filiale ailleurs au sud ou au nord qui a ces données. Et il n'y a pas forcément un côté centralisé. C'est pour ça que je souriais quand j'ai entendu le cloud privé et celles éloges tout à l'heure qui permet de centraliser ces données-là des différentes structures de la même entreprise et centraliser, ils sont plus faciles à exploiter. Donc, vision, équipe, mise données et avoir une petite équipe qui fait un premier essai pour pouvoir rapidement avoir un premier résultat au sein de l'entreprise avec l'IA. Donc, il y a ces étapes-là qui permettent de faciliter l'adoption ou de mettre en place l'adoption de solutions IA dans les entreprises. Après, le tout n'est pas que développer une nouvelle solution IA. Ça peut être, on a pour objectif d'avoir un outil IA qui nous permet de répondre facilement et automatiquement à nos clients. Donc, on n'est pas obligé de réinventer la roue. On peut exploiter l'existant, donc exploiter les LLM qui existent déjà pour pouvoir mettre en place des agents IA pour justement répondre aux clients de l'entreprise. Et dans ce cas, se pose la question de la souveraineté. Est-ce qu'on veut exploiter quelque chose de public où on questionne les l'API et on paye? Ou est-ce qu'on veut avoir quelque chose d'ouvert qu'on va télécharger sur nos serveurs pour mettre en place notre solution autour de ce LLM-là? Et encore une fois, en discussion avec l'entreprise et les enjeux qu'ils ont en termes de données privées, de souveraineté, qu'on met en place ces éléments-là. Et pour finir, donc vision, équipe, données, mise en place d'une solution pilote, il faut pouvoir mesurer les résultats parce que si on investit dans l'IA, c'est un investissement pour les entreprises en temps, en ressources financières. Il faut pouvoir attendre des résultats qu'on peut mesurer et ajuster. C'est comme tout projet informatique ou tout projet en général. Donc, attendre des résultats, mesurer et ajuster. Et voilà les différentes étapes. Quelque chose que j'aimerais dire pour compléter aussi sur l'aspect cloud, c'est dans nos pays, et je dis nos pays en parlant des pays du sud, de l'Afrique, de l'Ouest, que je connais un peu mieux, il y a déjà de base la fracture numérique. Donc, c'est pas toutes les zones qui sont extrêmement bien connectées. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, très, très louables, mais il reste à faire. Donc, en complément d'avoir des solutions cloud, en complément d'avoir de l'IA développée, soit en interne, il y a tout un pan de l'IA dont je me fais un peu l'évangéliste, qui est l'Edge AI, qui est le fait de pouvoir développer une IA et le déployer sur de petites boxes comme nos modems
Wi-Fi qu'on a déjà, qu'on envoie dans des zones reculées quand on a besoin d'accès à Internet sans forcément avoir la fibre. Donc, des petites box comme ça, Edge AI, où on peut déployer des solutions IA dessus et les rendre accessibles dans à peu près toutes les zones possibles sans forcément être dépendant d'Internet. Donc, il y a ces différentes options-là qui s'offrent aux entreprises pour mettre en place de l'IA en interne, quel que soit le domaine où il faut le déployer. Alors, je vais vous proposer de laisser votre micro ouvert, docteur Idjaton, et je vais également réactiver le micro de Monsieur Aka, car il y a des questions qui sont posées. Alors, docteur Idjaton, peut-être que cette question pourrait, vous pourriez y répondre. Nous avons Monsieur Tebakou Emmanuel Nda Sekou, qui est spécialiste en développement de capital humain, qui témoigne du fait qu'il a déjà eu l'occasion d'apprécier l'impact de l'intelligence artificielle dans son secteur de manière pratique et il trouve que c'est à la fois un outil prestigieux, intéressant, mais inquiétant. Et il aimerait savoir à quoi, je lis sa question, à quoi on doit s'attendre dans le domaine des ressources humaines et du renforcement des capacités dans les mois et les années à venir en fonction des demandes reçues par nos experts des entreprises de ces secteurs. Alors, est-ce que vous pourriez éclairer? Et puis, je reviens sur un des éléments qui avait été évoqué au début de cet échange, c'est-à-dire le côté éducation. Qui doit éduquer qui? Parce que je vous vois sourire, docteur Idjaton. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des personnes très jeunes qui souvent ne sont même pas majeures, qui en savent plus sur la manipulation et l'utilisation d'outils produits à partir de l'intelligence artificielle ou qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'un professeur à l'école, en études primaires, secondaires, à l'université, ou est-ce qu'un entrepreneur ou une personne même qui n'a pas fait d'études, mais qui est un bon homme d'affaires ou une bonne femme d'affaires, peut se mettre à jour, s'informer sur l'utilisation de ces outils? Je pense que vous pourriez répondre à cette question, docteur Idjaton. Oui, oui. Je commence par la partie RH. La partie RH, j'ai trois, peut-être qu'il y en a, certainement qu'il y en a beaucoup plus d'usages, mais j'en ai trois que j'ai déjà rencontrés professionnellement. Le premier, c'est ce que les RH reçoivent le plus, c'est des CV. Donc, ils veulent pouvoir trier les CV, faire un premier filtre des CV avec de l'IA. Donc, il y a plein d'outils automatiques qui le font, il y a des solutions qui naissent, mais il y a ce besoin-là on veut quelque chose où on est sûr que nos CV ne sont pas aspirés par d'autres. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, on veut un truc local à nous pour être sûr et cette requête venait d'une société de recrutement, justement. Donc, les CV, c'est leur mine d'or, c'est ça que même ils revendent à d'autres entreprises pour proposer des profils. Donc, et ils n'ont aucun intérêt à utiliser un outil qui pourra derrière exploiter leur CV ou donc leur mine d'or, on va dire. Donc, un outil interne pour les CV. Et là, le point de vigilance à avoir en tant qu'expert, c'est les biais, parce que l'IA est aussi performante que les données sur lesquelles elle a apprise. Je le dis ça souvent. Donc, il faut veiller à ce que la solution qu'on leur met en place soit monitorée de façon très, très, très stricte sur les biais. Le deuxième point au niveau des RH, c'est avoir un outil de réponse automatique en interne. Ça, c'est un grand groupe où il y a plusieurs employés, des milliers qui veulent un outil de réponse automatique fiable. En interne, le fiable est très important parce que les outils aujourd'hui, tout le monde peut créer un James, un agent IA via Azure Microsoft. Donc, il faut avoir quelque chose d'assez fiable qui puisse répondre en interne aux employés sur leur, la documentation RH interne, comme règlement intérieur, comme les différentes
chartes qu'il y a en fonction de quel métier la personne exerce dans la boîte. Donc, il y a différentes les chartes de sécurité, les chartes de congé, les chartes de ceci, les chartes de communication. Donc, pouvoir répondre à l'employé en cas de doute au lieu qu'il soit en train d'envoyer un mail au RH. Donc, deuxième gros lot de mails que les RH reçoivent. Donc, ça, c'est un outil utile. Et le troisième point, c'est la formation. Donc, pouvoir recommander des formations en fonction des besoins de chaque employé sans que le département, en termes de premier filtre, sans que le département RH ne soit tout le temps sollicité pour des formations. Donc, répondre pour dire, voilà le package de formation disponible pour les RH, voilà les procédures. Donc, si vous souhaitez des formations dedans, et répondre aux employés. Donc, toujours à disposition ou à... L'objectif, c'est viser, c'est servir les employés. Donc, voilà les trois éléments d'expérience que je peux mentionner comme solution ressources humaines qui font partie de beaucoup de requêtes reçues et de travaux en cours et déjà livrés. Donc, ça. Donc, pour les RH, si je reviens sur la question suivante, qui est, je pense que j'en ai oublié un bout. Il y avait aussi une question sur l'avenir des RH. Oui, l'avenir des RH, j'ai envie de dire que c'est l'avenir un peu de tous les autres métiers non tech, c'est-à-dire ils ne disparaîtront pas, absolument pas, mais ils vont être réorganisés ou réadaptés. Aujourd'hui, il faut pouvoir s'aider de ces outils-là pour être plus performant. Donc, si quelqu'un dirige un département RH et continue de répondre de façon traditionnelle aux mails et aux CV, ça va prendre plus de temps pour traiter les CV, plus de temps pour satisfaire les employés. Mais à côté, s'il y a un autre individu qui dirige un département RH ou qui travaille dans un département RH et qui met en place ces différents outils IA là pour faciliter les fiches de CV, pour faciliter la réponse aux gens, support premier niveau aux employés, avant que s'il y a des questions plus pointuelles interviennent, il y aura une certaine satisfaction que l'individu B qui dirige ou qui travaille dans un département RH va offrir que l'individu A qui est resté sur les solutions ou les approches traditionnelles ne pourra pas. Il y aura un certain rythme de requête que l'individu B va traiter que l'individu A ne pourra pas. Donc, pour moi, l'avenir, c'est pouvoir s'augmenter des outils IA, augmenter sa capacité et ses performances des outils IA de son domaine. Donc, c'est un peu ça en termes d'avenir des RH pour moi. Il y a une Merci. deuxième question ou c'est bon? Merci beaucoup, docteur Idjaton. Comme nous avons récupéré Monsieur Joël Parfait-Coité, qui avait eu quelques petits problèmes techniques, je ne sais pas si lui pourrait répondre à la question qui est posée dans le groupe par Thierry Sosoukpé. Euh, il a une question technique, mais qui est une question, je dirais, que certainement nous nous sommes tous posés, c'est lorsqu'on insère un fichier pour analyse dans un outil d'intelligence artificielle comme Gemini ou un autre, où est-ce que ce fichier va? Où est-il conservé? Alors, je ne sais pas si c'est Joël Parfait-Coité qui peut répondre à cette question ou bien l'expert du cloud, Monsieur Aka. Je vais voir déjà Monsieur Joël Parfait-Coité. Je vous avais débloqué le micro et la vidéo. Là, vous avez la parole. Alors, déjà, désolé, hein, on a eu des problèmes techniques. On parle d'IA et tout d'un coup, tout s'arrête. Donc, mais bon, on va prendre ça comme un signe. Donc, c'est vrai que je prends la question de coup, mais l'idée est simple. Lorsqu'on utilise des IA génératifs, la plupart du temps, les fichiers, du moins les textes, tout ce qu'on rentre comme information, nos inputs, sont
découpés en ce qu'on appelle des chunks. En fait, il y a une méthode de chunking qui fait qu'on a des découpages et des textes en petits morceaux. Ces petits morceaux, une fois qu'ils sont découpés, passent par une phase de vectorisation. La vectorisation, c'est un processus où le petit bout de texte a une valeur numérique dans un espace vectoriel. Et cet espace vectoriel utilise un calcul de similarité, en fait, entre les différents découpages de mots. Et tous ces calculs sont faits dans une base de données vectorielle, en fait. Et la base de données vectorielle utilise aussi des métadonnées, donc les métadonnées qui permettent d'étiqueter, en fait, plus ou moins ces petits fragments qui sont découpés. Et une fois qu'ils sont découpés dans cette base de données vectorielle, l'IA maintenant que nous connaissons, ChatGPT, Gemini ou autres, une fois qu'on fait une interrogation via un prompt et que le prompt arrive au niveau du chatbot, bah, du coup, cette interrogation est aussi en même temps découpée. Ça, on va retrouver la donnée d'entraînement qui est aussi dans cette base de données vectorielle, c'est-à-dire ces petits fragments de mots avec ces petits fragments numériques qui vont faire un calcul de similarité par rapport au prompt et va renvoyer une réponse au niveau de l'utilisateur. Donc, ça revient, vous, la question de est-ce que si j'envoie un document et ce document qui va être extrait via l'OCR, qui va l'OCRiser, extraire les textes, une fois les textes arrivés, vont aussi être chunkés, aller vers une base de données vectorielle, ce document aura une valeur numérique qui n'est pas la même valeur que le document au moment où je l'envoie. Donc, ça veut dire que techniquement, si j'utilise Gemini, je prends un document avec mon adresse physique, j'envoie à Gemini, il y a de fortes chances que Gemini ne comprenne pas que c'est mon adresse physique. C'est pour ça que derrière, il y a maintenant l'architecture Transformer qui va utiliser des mécanismes d'attention et d'auto-attention pour trouver des relations entre les découpages et les chunks. Donc, ce qui veut dire que votre document dans Gemini, en fait, n'existe pas tel que vous le voyez. Vous le percevez avec un sens, avec une relation entre les phrases, des relations entre les mots, mais la donnée stockée n'est pas votre donnée telle que vous la voyez. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Si vous le faites, ayez quand même en entreprise une politique surtout de gouvernance de données. Ça veut dire simplement, il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent dans des secteurs sensibles tels que la banque. Je peux pas prendre un document avec la liste de tous mes clients, j'envoie chez ChatGPT, pas parce que ChatGPT va absorber mes données, non, simplement parce que il est important que dans mon entreprise, on ait une politique voilà, de données privées. Un client, c'est un client. Il y a des outils. On va pas transférer les données des clients vers des outils sans pour autant se rassurer que ces outils sont totalement sous notre contrôle. Parce qu'il faut pas oublier qu'en effet, si on a une politique de souveraineté de données dans la boîte, c'est déjà bien. Mais si on n'en a pas, anonymisons les données avant de les transférer vers des outils tels que Gemini, ChatGPT et autres. Déjà, techniquement, voilà, votre document n'existe pas. Donc, il n'y a pas de mal. Et en plus, parfois dans des formations, les gens me demandent, et si on demande à ChatGPT, après avoir envoyé mon document, quelle est ma maison, l'adresse de ma maison, mon quartier, il s'en fout, il connaît pas en fait. ChatGPT ne peut pas dire exactement qui habite où, même si sur vos documents, il y avait votre adresse. Pour ceux qui utilisent ce genre d'outils, le seul moyen d'entraîner ces modèles, c'est lorsque les réponses sont générées. Et quand ils sont générés, vous avez parfois le petit pouce qui dit est-ce que ça a été bien fait, est-ce que ça n'a pas été bien fait. Alors, je parle du modèle GPT, de ChatGPT, avec ses modèles intégrés, style GPT-5 et autres. Si je dis que c'est bien, ça veut dire que le calcul qui a permis de faire la génération est exact. Donc, on peut répliquer ce calcul N fois pour avoir des meilleurs résultats. Par contre, si je suis chez Gemini, il faut bien lire les politiques de gestion d'utilisateurs. C'est bien écrit, en fait, que parfois, il y a des réviseurs humains qui lisent vos interactions. Donc, il y a de fortes chances qu'un document transféré qui passe par le chunking soit stocké sur le cloud. Et une fois qu'il est stocké sur le cloud, bon, ici en Europe, on a au moins le RGPD. Donc, le RGPD, c'est le règlement général de la protection des données des utilisateurs européens qui font que toutes les entreprises ont l'obligation, du moins ces GAFAM, donc du Google, Amazon et autres, sont obligés de pouvoir stocker les données des utilisateurs européens sur des clouds souverains européens. Donc, la donnée reste en Europe. Là, c'est quand même rassurant. Mais une question persiste, qu'en est-il de la redondance de ces clouds, en fait? Parce qu'on fait lorsqu'on a un cloud, il va parfois le redonder pour qu'en cas de problème, qu'on ait une autre version des données qui ont été sauvegardées. Donc, en gros, votre document n'existe pas pour eux, mais on peut retrouver ce document sur le cloud. Maintenant, tout dépend de votre politique interne en matière de souveraineté de données. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Parfait. Oui, je vous laisse quand même. Attends, je vais rouvrir le micro après parce que j'aimerais
aussi compléter sur le fait que les personnes qui utilisent les ChatGPT, Perplexity, Gemini et autres gratuits, euh, lorsqu'ils posent des questions, il ne faut pas oublier que la matière qui est utilisée est une matière quelquefois qui n'est pas à jour. Donc, vous pouvez poser une question en disant, par exemple, quel est le président des États-Unis aujourd'hui, et un ChatGPT ou un Perplexity ou autre peut vous dire Ronald Reagan parce que c'est l'information qu'il avait reçue au moment où il a eu sa banque, je dirais, d'informations. Je vois que vous acquiescez. Et également la question sur le fait que le contenu peut être orienté. Euh, donc, ça aussi, il faut savoir que l'information qui est fournie peut être orientée en disant que tel ou tel groupe, organisation, pays est positif et négatif parce que l'information est au début euh, introduite par des êtres humains qui peuvent avoir des orientations politiques. Alors, justement, je vais vous redébloquer le micro, monsieur Joël Parfait, et on va essayer même de laisser ça ouvert pour que vous puissiez intervenir quand bon vous semble. Voilà. Ok, merci beaucoup d'avoir aussi souligné cela. Au-delà de l'explication concrète de la manière avec laquelle une intelligence artificielle, une fois récupérant vos données via le chatbot, arrive finalement à pouvoir le découper, le chunker, le stocker, il faut savoir, comme vous le disiez tantôt, les données d'entraînement de la majorité des chatbots datent, par exemple, ChatGPT, c'est jusqu'à 2024. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Ils ont fait ce qu'on appelle du RAG. Le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation. C'est une technique qui permet de pouvoir d'ajouter en surcouche d'un modèle de langage une capacité de source externe. Donc, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des API basés sur les consoles de moteurs de recherche. Par exemple, ChatGPT est lié à Bing, Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft. En même temps, Gemini est lié à Google qui est évidemment son moteur de recherche. Ce qui veut dire que chaque fois que vous avez posé une question, bien que récente ou pas, si ChatGPT ne trouve pas la réponse de manière systémique dans les résultats de moteur de recherche, du moins dans ses données d'entraînement, il passe automatiquement vers les moteurs de recherche, ce qui pourrait donner des réponses plus ou moins récentes. Par contre, on en a cité Perplexity. Perplexity, c'est plutôt un modèle, c'est même pas un modèle, c'est un SaaS. Et c'est un SaaS qui est basé sur, effectivement, les API de ces moteurs de recherche et qui se base effectivement sur la transcription de ces données et pour pouvoir générer, qui permet de pouvoir générer des réponses à temps. Il faut noter que toutes les données que vous envoyez à un outil, peu importe l'IA, déjà, n'existe pas de manière native, comme vous les connaissez. Et aussi, il faut faire attention aux données que vous donnez. Par exemple, il y a une information qu'on dit qui s'appelle garbage in, garbage out. Par exemple, je pense que peut-être mes autres copanélistes ont fait allusion au prompt engineering, peut-être déjà en avance, je n'étais pas là. La manière avec laquelle vous interrogez les modèles guide aussi la manière avec laquelle vous aurez des réponses. Donc, si vous avez des mauvaises informations à l'entrée, bah, vous aurez des mauvaises informations à la sortie. Et si les données d'entraînement ne sont pas fiables, bah, malheureusement, vous aurez que des mauvaises informations. Donc, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que disent les IA, les LLM et tout ce qui est autour, mais toujours faut avoir un aspect critique, un côté analytique face aux différentes réponses qui sont générées par ces outils-là. Ça, c'était pour compléter l'intervention de tout à l'heure. Merci, monsieur Joël Baffet. Restez en ligne, s'il vous plaît. Restez parce qu'il y a une question qui est posée par Aniela Cueto, pardon, qui demande est-ce qu'il y a un avenir pour l'utilisation de de l'intelligence artificielle dans la comptabilité? Et puis là, vous pouvez peut-être aussi euh, nous expliquer les dangers, les risques ou pas. Parce que, Ok. par exemple, les personnes qui copient
leur passeport, leur carte d'identité en utilisant les téléphones portables. Nous l'avons tous fait. On nous demande une copie de documents quand même assez personnels pour pouvoir accéder à un événement ou pour avoir accès à un visa ou pour avoir accès à un billet d'avion ou un billet de déplacement. Quels sont les Mhm. risques? Est-ce qu'il y a un stockage? Bon, vous nous avez expliqué le découpage, mais est-ce que ce découpage permet un collage qui, qui permettrait de rétablir tout ça? Est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée de manière malfaisante? Ok, Dites-nous. alors ça c'est une très bonne question. Déjà, la question sur la comptabilité, j'aimerais vous dire qu'ici en Belgique, on a une société, je vais pas faire bon, je vais faire leur pub, malheureusement je dois citer le nom, qui s'appelle Accountable. Eux, ils ont dit par exemple, on voit une transformation arriver, ils ont décidé de créer un logiciel qui va faire l'encodage des factures, comme toute entreprise, on fait de l'encodage avant de faire des déclarations. Et ils ont commencé à automatiser le process. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y a des questions fiscales. C'est-à-dire, tout le temps, on va poser la question sur j'ai assez fait de dépenses ce mois, est-ce que je risque un audit, un contrôle et tout. Sauf qu'il faut un humain pour répondre à ces questions. Là, ça, c'est la porte d'entrée d'un truc. Parce que l'utilisateur encode des factures, il génère énormément de données et par-dessus, ces données peuvent être interrogées par un modèle génératif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire du RAG, c'est-à-dire j'ai de la donnée externe que je lis à un LLM et les deux ensemble me permettent directement de pouvoir avoir des réponses personnalisées. Ils ont créé du RAG dans les comptes des utilisateurs. Ça fait qu'un comptable, en fait, le comptable qui avait l'habitude de venir s'asseoir au bureau, demander l'audit des factures, encoder tout, n'est plus un comptable qui va simplement encoder des factures. Il va avoir un avis fiscal au-delà de ce que l'IA n'a pas vu. C'est-à-dire, l'IA est très précise, hein. Le génératif va voir que j'ai fait N dépenses ce mois, j'ai fait N dépenses le mois dernier. Je peux probablement dépasser les quotas autorisés dans ce cas-là. Bah, du coup, fais attention, ne fais plus de dépenses. Mais l'humain va venir dire, ah, là, l'IA s'est plantée parce que ta donnée que tu avais mis n'était pas bonne. Tu avais encodé une facture qui ne marchait pas très bien. Et selon ça, on peut aller la rectifier et voir ce que ça pourrait donner. Vous voyez que là, si la donnée d'entrée, elle est biaisée, bah, l'IA aura une réponse biaisée. Et le comptable reste quand même garant parce qu'il aura l'humain qui va dire non, là, il y a une erreur ou pas. Donc, du coup, l'IA ne va pas supprimer le métier de comptable. Je pense que ça va permettre à un comptable d'être un comptable augmenté. Et du coup, ça va permettre d'avoir des automatisations intelligentes et rapides des opérations comptables. Par exemple, on a parlé du scan de passeport. Avec la même application, on peut osériser, c'est-à-dire je scanne le document comptable, il extrait automatiquement les chiffres, la TVA et tout, qu'il transforme en une valeur numérique textuelle. Et une fois que j'ai tout ça, bah, j'utilise maintenant un modèle de Natural Processes Language par-dessus que je pourrais interroger comme dans un chatbot et je peux savoir bah, cette facture elle a été faite combien de fois, etc. Du coup, en se basant dessus, on a aussi tout ce qui sont des clôtures comptables plus rapides. Parce que je vous expliquais dans ce cas-là, un comptable dans ce cas qui n'est plus disponible uniquement pour encoder des factures peut être disponible pour faire plus de l'accompagnement personnalisé. Et là, l'IA va détecter par exemple les anomalies dans les factures dans ce cas-là, et le comptable par-dessus pourrait savoir bah, cette anomalie est logique ou pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait optimiser la fiscalité du client pour que ça devienne quelque chose de plus, voilà, de plus bénéfique pour le client en question. Par exemple, en cas d'audit, si par exemple il y a un audit, ça veut dire qu'il y aura une certaine sécurité financière à avoir. Par exemple, détecter des fraudes et des comportements atypiques. Grâce au machine learning aujourd'hui, si je fais par exemple une régression linéaire, ça veut dire simplement que si j'essaie de pouvoir positionner sur une courbe des points et prédire par exemple où tel point sera à tel moment dans l'espace, bah, je peux prédire si, selon les tendances, un utilisateur qui a fait N fraude sera plus ou moins positionner N sur N endroits dans le futur et potentiellement anticiper un audit. Dans ce cas-là, un comptable, dans ce cas, s'il arrive à avoir ce modèle mathématique pour faire ses prédictions, il pourrait dire, ben, toi, fais attention parce que selon ce que je vois, l'État pourrait débarquer chez toi bientôt. Et ça peut aussi aider l'État. L'État pourrait, par exemple, se dire, j'ai tout un modèle où j'ai toutes les entreprises de la ville, du pays, etc. On va essayer de faire une génération en se basant dessus. On va essayer de faire une simulation avec
N accuracy, par exemple. Et là, en se basant dessus, si on voit les points les plus isolés de la courbe, ça veut dire que ce sont des gens qui ont des comportements bizarres et on fait des audits chez eux. Et en se basant dessus, on peut voir que l'IA aura optimisé même le travail du contrôleur. Alors, on parle de pilotage financier, ici aussi, prévision de trésorerie, ça c'est toujours du machine learning. Aller jusqu'à faire des marges de coût, ça c'est aussi loin. Et aussi, je parlais de la relation cliente. Ça veut dire qu'il y aura l'IA, le comptable augmenté, mais il y aura aussi l'humain avec l'IA. Ça veut dire qu'on aura parfois des personnes qui vont déjà avoir leur logiciel comptable augmenté avec l'IA et qui vont simplement appeler le comptable pour lui dire, j'ai envie de créer une nouvelle entreprise, aide-moi. Je sais que l'IA ne peut pas faire, bah, le comptable ou bien le fiscaliste va se lever et le faire. Maintenant, on parlait de les compétences qu'il faut développer si on est comptable. Moi, je pense que si vous êtes comptable aujourd'hui, vous devez avoir une culture de la data. Ça veut dire ne plus juste vous limiter à regarder la donnée comme de simples chiffres. Derrière les chiffres, il y a une histoire. Derrière chaque histoire, on peut tirer des conclusions, une information. Et des informations, on peut faire des prédictions. Il faut avoir une très grande capacité à interpréter des résultats. Il faut aussi comprendre c'est quoi un outil d'automatisation. ChatGPT, c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Vraiment, même dans l'iceberg visible, ChatGPT, on gratte au-dessus. Tout en bas, il y a énormément de choses dans l'IA. Il y a des modèles qui sont basés uniquement sur la prédiction financière. Il y a des modèles qui se basent sur l'ossérisation. Une fois ossérisé, on peut commencer à faire des prédictions plus poussées sur des variables qui viennent de tous bords. Donc, on peut tout faire avec l'IA. Moi, je pense aussi que un comptable du futur doit comprendre l'éthique et la réglementation. C'est-à-dire, oui, on parle d'IA, c'est très beau, ça peut faire des choses, mais qu'est-ce que ça ne peut pas faire en tant que comptable? Quelles sont les valeurs humaines que je peux ramener dans une entreprise qui utilise de l'automatisation et l'IA pour gagner? Moi, par exemple, quand je fais des consultations dans des groupes ici, j'arrive parfois dans des groupes qui ont une culture de l'IA très basique, mais qui pensent qu'ils doivent utiliser l'IA pour utiliser l'IA. Et quelqu'un me dit, bah, moi, j'utilise ChatGPT pour faire mes rapports sur Excel, pour faire mes formules et tout. J'utilise de l'IA. Ah bon? C'est déjà bien. Mais la réalité, c'est que si on utilisait vraiment de l'IA, vous saurez potentiellement votre chiffre d'affaires dans 2 ans parce que vous avez toutes les données à croiser. Donc, ça, c'était pour tourner. Maintenant, pour tout ce qui est génération d'images, quand ça se scanne, où est-ce que ça va? Il faut savoir qu'en fait, que l'IA ne comprend pas les images, en fait. Lorsque vous envoyez une image dans l'IA, c'est juste des motifs et des formes, en fait. Parfois, c'est un découpage basé sur la valeur du pixel. Donc, du coup, quand vous envoyez votre photo sur ChatGPT pour qu'il refasse votre photo avec une belle veste, en fait, il va d'abord extraire les formes, il va extraire à partir des formes les pixels et des pixels, il va définir des valeurs et des couleurs de remplissage. Une fois que vous aurez des couleurs de remplissage, bah, il va regarder maintenant dans ces données d'entraînement à quoi correspondaient les couleurs de remplissage dans telle ou telle situation. C'est pour ça que quand on fait des IA généralement qui font de la génération d'images, on a différents types de modèles. Il y a par exemple des modèles de gants qui sont des modèles sur lesquels on a de la génération et de la discrimination. Une IA génère une image. On a un discriminateur qui regarde les données d'entraînement pour voir là si les valeurs générées représentent les valeurs sur lesquelles on a été entraîné pour prédire si ça va le faire. Si ça marche pas, on aura du moins un process qui recommence N fois. Et il faut savoir qu'en effet, chaque fois que vous envoyez un texte, une image dans l'IA, bah, il crée des vecteurs aussi. Par exemple, récemment, la société DeepSeek en Chine a découvert un truc. Par exemple, je vous parlais du découpage de mots en vecteurs, mais eux, ils ont découvert qu'on pouvait complètement scanner tout un PDF pour pouvoir extraire des petites valeurs qui vont servir de vecteurs, un peu comme des pixels. Et là, ça donne aussi une autre tendance. Quand vous avez, par exemple, votre passeport que vous envoyez à l'ambassade, je ne sais pas pour N raison, et que le passeport arrive dans un modèle de prédiction, bah, en fait, votre passeport n'est plus votre passeport, c'est du vecteur, et ce vecteur, on peut l'utiliser pour faire N choses avec. Par exemple, je peux entraîner une IA sur des photos de vos passeports, et je pourrais créer mon visage avec un mélange d'un peu de vous, un peu de N, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce sujet, je vous invite à faire des recherches sur ce qu'on appelle les modèles de diffusion. Les modèles de diffusion, c'est un truc qu'on dit, qu'on explique par exemple, on part par exemple d'un bruit aléatoire, le modèle va enlever progressivement le bruit et lorsque le bruit est directement fait, il va ajuster carrément l'image pour que ça corresponde au contenu qu'il y a sur le texte.
Et c'est comme ça que vous avez une image qui émerge. Et l'effet peut se faire de manière inverse. Et c'est comme ça qu'on a des images générées par l'IA. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il faut savoir que l'IA ne copie pas vos images, l'IA ne voit pas, l'IA ne comprend même pas le monde réel, en fait, l'IA générative en général, et l'IA, en fait, ne crée pas avec une intention bien précise. C'est simplement de la statistique, de l'algorithmique et des algorithmes bien précis basés sur des modèles. Alors, je vais poser encore, restez s'il vous plaît, connecté. Je vais Mhm. poser deux questions. La première, elle est posée par quelqu'un qui n'a pas donné son identité et qui écrit, je souhaite devenir une assistante virtuelle. Donc, voilà. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle m'aider à me démarquer? Là encore, on parle à nouveau de la question d'éducation parce qu'elle souhaiterait faire des petites formations pour aider les personnes à devenir indépendantes, euh, quel que soit l'endroit où ces personnes résident en Afrique. Oui. Donc, ça, c'est le travail virtuel. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Ça, c'est peut-être vous ou bien le docteur Idjaton qui peut y répondre. Maintenant, comme vous l'avez indiqué, effectivement, vous avez expliqué que l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de faire la différence entre une photo et une image pour l'instant. Maintenant, je vais poser la question à vous ainsi qu'à Monsieur Rodolphe Aka. Est-ce que lorsque l'on dit que des programmes générés par l'homme euh, pourront peut-être un jour être indépendants et penser par eux-mêmes, penser entre guillemets, hein, par eux-mêmes. Est-ce que c'est une technologie à laquelle on assiste? Moi, je sais pour couvrir de manière très régulière la guerre dans différentes régions du monde que beaucoup de drones et d'autres outils, j'imagine, activés par l'intelligence, avec l'aide de l'intelligence artificielle, sont capables d'identifier des cibles, Ouais. malgré le fait que quelquefois, lorsqu'il y a des soi-disant erreurs, on prétend que ce n'est pas le cas, mais l'intelligence artificielle peut être aussi utilisée et est utilisée à des fins de destruction que ce soit matérielle ou humaine. Alors, vous, en tant qu'expert, est-ce que un jour, l'intelligence artificielle, des robots, comme on voit dans des films, pourront en une fois se tourner contre l'être humain, un peu Frankenstein, on est dépassé par notre création. Alors, Monsieur Joël Parfait Coité, donc deux questions. L'une, cette jeune personne qui souhaite devenir une assistante virtuelle pour pouvoir aider d'autres personnes basées un peu partout sur le continent. Et la deuxième, l'indépendance des créations faites par l'homme, mais en matière d'intelligence artificielle. Et je vois que une question de Monsieur Tebakou Emmanuel Ndasekou, l'OCR existe depuis un moment. Ce que DeepSeek a créé, qu'est-ce que DeepSeek a créé de mieux que cette reconnaissance optique de caractère? Euh, voilà, enfin, il y a beaucoup de questions qui émergent sur... En fait, ce sont des questions indirectes au niveau de la formation. Alors, Ouais. est-ce qu'il y a des plateformes de formation qui existent? Et puis, pour moi-même, je connais diverses formations gratuites. Je pense qu'il faudrait diriger les gens aussi vers des formations gratuites, hein, de plateformes. Est-ce qu'il y en a qui existent en français? Parce qu'il y a beaucoup de formations en anglais aussi. Et puis, il y a des formations qui sont générées par l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce qu'elles sont reconnaissables, reconnues comme étant efficaces? Monsieur Coité, après le docteur Idjaton, et on retournera vers Monsieur Aka. OK. Donc déjà pour l'assistante virtuelle, je trouve que c'est un chouette projet. Il faut toujours j'encourage l'entrepreneuriat surtout féminin.
C'est important de pouvoir s'arrimer à notre époque. Les assistants virtuels, il y en a aussi de plus en plus ici en Europe, des secrétaires indépendantes. Parce qu'on parle juste de l'assistance virtuelle. La secrétaire indépendante, elle n'a pas de bureau. Son bureau, c'est toutes les entreprises où elle peut prester. Et elle fait des factures à ces entreprises et elle peut prester quelques heures par semaine. Donc, ça permet de cumuler un revenu conséquent plutôt qu'un seul contrat dans une seule entreprise. Et ça marche très bien. Maintenant, si on veut faire de l'assistance virtuelle aujourd'hui, il faut aussi se former à l'IA parce qu'il y a des métiers, il y a des tâches dans un secrétariat, dans une assistance virtuelle qui peuvent être automatisées. Par exemple, une assistante virtuelle va répondre à des appels internes 24 heures sur 7. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des callbots. Un callbot, c'est un chatbot qui prend de l'appel et qui permet de parler avec un modèle de langage qui fait du text-to-speech en arrière-plan. Alors ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai déjà déployé ça dans des boîtes. Une entreprise en Belgique qui faisait c'est une menuiserie en fait. Quand on est en Belgique, il fait nuit, et au Canada, c'est la francophonie, il fait jour. Du coup, les clients canadiens, quand ils appellent, la secrétaire n'existe, elle est off parce qu'elle dort, par exemple. Et le chatbot prend le relais et les appels sont qualifiés. Donc voilà une automatisation qu'elle peut apprendre à faire, c'est-à-dire je travaille avec une entreprise et quand je suis pas disponible, je passe le relais à mon callbot et mon callbot prend mes appels à ma place. Ça, ce sont des formations qu'on donne, par exemple, à des petits groupes qui ont vraiment le besoin de passer à l'action. Elle pourrait, par exemple, dans les tâches administratives, lancer des petites automatisations. Même dans la suite Office 365, on a Power Automate qui permet de connecter beaucoup d'applications internes. Et au-delà de Power Automate, il y a des outils d'automatisation qui pilulent sur Internet. Je vais pas citer, il y en a N8N, par exemple. On peut connecter trois applications de même, des environnements différents et permettre qu'ils communiquent avec du prompt engineering et connecter un agent IA et tout, voilà. Par exemple, je suggère, par exemple, qu'elle puisse aussi se former au RAC, c'est-à-dire, puisqu'elle est dans l'assistance virtuelle, c'est important que dans son RAC, qu'elle apprenne à créer même des petits chatbots qui vont l'aider à pouvoir traiter des problèmes basés sur des cas bien précis. Et soit les déployer dans son ERP ou permettre de pouvoir répondre à des emails. Donc, ça c'était pour elle, hein. Je vais continuer. Donc, il y a un urgent problème de formation qui pourrait revenir et c'est dans ces cas-là qu'on pourrait traiter de cette problématique. Maintenant, parlons des IA qui pourraient devenir autonomes et tout. J'ai envie qu'on mette un point qu'on essaie de clarifier quelque chose, c'est que aujourd'hui, on a trois catégories d'IA. Les IA faibles, en fait, qui sont des IA qui font des tâches de manière unique, style Siri, modèle de classification de données, etc. On a des IA faibles, c'est ce qu'on a vu. Même ChatGPT est une IA faible, normalement. C'est pas faible parce qu'elle ne peut pas faire, non, c'est faible parce qu'elle traite la donnée de manière étroite et on a ce qu'on appelle des secondes des IA générales. L'IA générale n'est pas encore techniquement développée aujourd'hui, mais des politiques nationales, des puissances très fortes comme les États-Unis, avec Donald Trump, investissent dans le projet Stargate plus de 500, je sais pas, 500 milliards pour aller sur Mars, mais ça ne va pas passer par l'autonomie de certaines machines. Donc, les IA générales seront un peu comme notre Iron Man pour ceux qui sont fans de Marvel, un petit casque avec Jarvis qui parle à l'intérieur, qui prend des décisions. Et parfois, quand je fais des formations, ça revient sur, pendant que je prie au Cameroun qu'il pleuve à la date du 15 mars, l'IA générale va croiser la donnée météorologique historique avec la donnée de cette année, avec les flux de je sais pas trop de quoi, pour nous donner la date exacte de quand il va pleuvoir. Et vous voyez que de l'autre côté, on aura la prière, de l'autre côté, on aura la technologie. Ça, c'est un autre débat. Après, il y a ce qu'on appelle les super intelligences artificielles qui ne sont pas encore existantes. On théorise encore sur est-ce que c'est ça qui sera Terminator en fait? Parce que dans ce cadre-là, on aura peut-être déjà des IA qui peuvent créer de nouvelles IA. Mais je vous ai pas cité un quatrième qu'on appelle l'agentique. Les IA agentiques aujourd'hui, c'est pas de l'IA qui a de l'agentique. L'agentique, c'est la prise de décision autonome d'un outil sur d'autres outils. Et aujourd'hui, l'agentique permet de pouvoir, par exemple, sur un champ de tir, je prends le cas d'un drone qui est déployé dans une zone de guerre, de pouvoir se dire, selon N variables, dans N situations, je peux enclencher un combat ou pas. Mais il faut savoir qu'au-delà de ça, quand je donne des cours dans des écoles d'ingénieurs en cinquième année, je forme mes étudiants à jouer à un jeu que je veux que tout le monde cherche sur Internet qui s'appelle Moral Machine. Moral Machine, c'est un jeu du MIT qui vous pousse
à avoir ce qu'on appelle un dilemme éthique face à la technologie. C'est un exemple. On a une voiture autonome et on a en face de nous des bébés et de l'autre côté, on a par exemple des sans-abri. Et dans la voiture, on a peut-être des femmes enceintes. La voiture est autonome. Elle va cracher quoi qu'il arrive. Soit elle crache, soit elle écrase des gens. Qu'est-ce que vous ferez? Selon les cas, on arrive à identifier jusqu'où vous pouvez privilégier la technologie par rapport à l'humain. Et c'est où on arrive à concevoir des algorithmes qui peuvent être autonomes jusqu'à un certain stade. Je ne sais pas si vous voulez en venir. Je veux en venir juste sur le fait que les IA ne vont pas piloter l'autonomie. Non, on aura des outils autonomes qui vont piloter des algorithmes d'IA. Et les algorithmes d'IA vont se nourrir de ces données pour devenir encore plus autonomes, mais uniquement si des humains ont décidé. Je pense que là, c'est clair. Donc, la finalité, c'est l'humain. Alors, si demain Terminator arrive, faut bien regarder si sur l'adresse MAC de Terminator qu'on aura détruit, il y a une adresse quelque part qui va identifier qui avait acheté la carte pour pouvoir savoir quel est l'humain qui est derrière. Donc, forcément, on n'est pas encore dans une autonomie. Pour finir, en fait, et pour chuter sur ce sujet-là, j'ai envie qu'on mette deux choses aussi en contexte. L'apprentissage machine learning, deep learning n'est pas la pensée. Les IA ne sont pas conscientes. La machine ne peut jamais être consciente. C'est juste un ajustement de paramètres mathématiques dans l'algorithme. En fait, il faut savoir qu'en effet, les IA travaillent sur la statistique. C'est pas du cognitif. Ça, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une IA consciente? Aujourd'hui, non. Sauf si on arrive à la super intelligence. Et là, je vous dis, je serais trop mort pour voir ça. Parce que ça sera peut-être dans 5000 ans. Donc, j'en sais rien. Du coup, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir aujourd'hui ne pas en arriver là? Parce que c'est important de parler, mais il faut savoir qu'il y a des lois aujourd'hui qui régissent la construction des modèles d'IA. Par exemple, en Europe, on a ce qu'on appelle les AI Act, qui sont entrés en vigueur en août 2024. Et là, ça régule en fait les concepteurs de systèmes d'IA en quatre niveaux. Il y a les niveaux les plus basiques qui sont basés sur la classification. Il y a les niveaux de pyramide 2. Tout système d'IA ou algorithme doit dire explicitement qu'il est un système d'IA. Donc, si la donnée qui est générée dans le cadre d'un conseil juridique s'avère être fausse, comme j'en fais avec Jurisys, un modèle d'IA que j'ai entraîné sur le droit belge, si cette donnée est fausse, je ne dois pas être responsable. Donc, l'IA dit explicitement que ça n'existe pas et que c'est lui le responsable. Il y a le niveau 3 qui est la classification qui est dans le domaine de la RH. Si je commence à avoir mes biais algorithmiques que je perpétue dans mes CV, dans ma manière de recruter, et que j'arrive à classer des humains dans des cases, il y a de fortes chances que l'Europe me sanctionne. Et le quatrième niveau, c'est le niveau inacceptable, qui est ce qu'on appelle le social scoring. Si j'utilise une caméra de reconnaissance faciale pour pouvoir dire que Joël, il a grillé 3 feux, donc pour ça, je ne vais pas lui donner, je sais pas, son salaire à la fin du mois. Et de manière officielle, c'est l'IA qui prend la décision. Dans ce cas-là, on pourrait pas le faire. Donc, ça implique pour la société et les entreprises beaucoup de choses. Je pense que mes copanélistes, on en a déjà parlé, de la responsabilité humaine, une grosse formation à l'éthique. On va se former tous à la technique, mais n'oublions pas qu'on doit aussi se former à l'éthique de ces technologies. Deuxième chose, troisième chose, la gouvernance, où je vais peut-être tirer sur nos États. Mais je pense que nos États sont aussi en train de se mettre sur la route. Je vois beaucoup de plans nationaux en IA en Afrique, mais je ne vois pas trop d'actions concrètes. Donc, du coup, pendant que on va écrire des plans pour copier l'Union européenne, pour copier, par exemple, la Côte d'Ivoire, pour copier ces pays, bah, ailleurs, les plans nationaux sont aussi structurés en se basant sur des plans de digitalisation, sur des plans de transformation numérique. Et n'oublions pas que l'IA n'est qu'une partie. On a le quantique qui arrive, on a la fission nucléaire qui arrive et on a tellement de choses que les entreprises pourraient bénéficier. Donc, ça veut dire qu'il faut que les États s'y mettent et de manière très sérieuse et qu'ils invitent les technologues, les gens de la tech autour de la table pour prendre des décisions. Donc, troisième chose, il faut une supervision obligatoire, c'est-à-dire créer des conseils d'IA, c'est bien, des consortiums, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir ces consortiums autour de la table qu'on prend des décisions avec des actes que ce consortium a dit qu'on devrait faire comme ça et on pourrait avoir dans les entreprises une vraie gouvernance de données. Alors, on a parlé de guerre et tout, bah ça va, je pourrais pas entrer dans les détails, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'armes autonomes existent, mais ces armes autonomes sont toujours dans un contexte dans lequel on pourrait plus ou moins
avoir toujours l'humain par-dessus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coité, pour toutes ces réponses à ces multiples questions. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette discussion. J'ai également demandé à Monsieur Rodolphe Aka de prendre la parole avec des éléments de conclusion. Et la dernière chose à laquelle que je voudrais souligner et qui est demandé par Jonas Martin, c'est de quelle manière l'intelligence artificielle pourrait contribuer à combler le fossé de l'éducation scolaire entre les zones rurales et urbaines africaines et également au niveau de la santé. Alors moi, je peux vous répondre que au niveau de la santé, et de l'éducation au niveau des organisations internationales, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et de l'UNESCO, il y a déjà des programmes qui font appel à des nouvelles technologies pour permettre aux élèves de suivre de manière virtuelle des cours, mais là, nous revenons dans un sujet que vous avez évoqué, Monsieur Joël Parfait-Coité, et qui avait été aussi évoqué par Monsieur Rodolphe Aka, et dans le temps, lors d'un précédent débat par le docteur Idjaton, là, on a la problématique de la connectivité et de la connexion. Il faut que nos pays soient correctement connectés pour permettre justement d'utiliser les connexions pour utiliser notre téléphone, notre laptop ou autre pour suivre des conférences, des débats, des discussions ou tout simplement des cours. Alors, Monsieur Rodolphe Aka, j'avais ouvert votre micro et votre caméra. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques mots de conclusion à ce débat? La parole, D'accord, vous avez la parole. merci bien. Ouais, en guise de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que pour nous, Africains, ce qui est important, c'est de savoir que l'IA dépend de la data, mais aussi de l'algorithme qu'on écrit. Lorsqu'on compare les populations, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, on a une population qui est très jeune, de moins de 20 ans en moyenne. Donc la capacité d'apprendre, là on revient encore sur le volet éducation, sur l'IA, la capacité d'apprendre, de s'approprier ces nouvelles technologies-là et de produire des algorithmes calqués sur nos besoins locaux, on a la possibilité de le faire. On a la capacité de le faire avec la population qu'on a. Donc, l'écriture des algorithmes et l'effort des gouvernements à investir dans les infrastructures IT pour non seulement atteindre les zones reculées, non seulement promouvoir l'éducation, la formation à l'IA, sont des aspects qui, pour moi, sont nécessaires dans cette course à l'IA. Donc, ça sera ça mon mot de fin. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Rodolphe Aka, pour votre intervention. Je vais donner maintenant la parole à Madame Kouburatou Idjaton. Je pense que votre micro est ouvert, mais je vais m'en assurer. Madame Kouburatou Idjaton. Voilà, vous avez la parole, Madame. Ok, merci beaucoup. Euh, pour compléter un petit peu sur deux, trois points avant de conclure, c'est au niveau des OCR, on cherche toujours à perfectionner les solutions existantes. C'est ça qui a fait que des groupes comme DeepSeek s'y sont mis avec leur modèle. Il y a aussi d'autres outils comme Mistral OCR aussi qui ont des résultats pas mal intéressants et qui sont des open models. Donc, c'est vrai que c'est un sujet de recherche qui existe depuis beaucoup d'années,
mais il y a toujours cet enjeu-là de le rendre toujours de plus en plus performant. Sur l'assistante il y a aussi l'usage pour la réponse automatique des mails en fonction de quel est le besoin qui est, le contenu du mail qui est reçu. Et il y a la génération de posts sur les réseaux sociaux à partir d'une vidéo comme celle de l'enregistrement aujourd'hui qui peut être largement supportée ou générée par des outils IA et qui facilite le boulot des assistants. Euh, donc, il y a tous ces points-là. Sur l'éducation, qui est un sujet quand même très, très important et intéressant, les IA aident déjà aujourd'hui pour suggérer, être un tuteur IA pour suggérer des quiz, pour suggérer des exercices aux élèves. Et je reviens sur le fait que pour faciliter l'accès à l'éducation, il y a la possibilité de déployer des Edge AI qui seront des petites boxes qui contiennent des IA éducatives qui vont être posées dans les écoles et tout le réseau autour, peut-être sur 30 mètres, sur 100 mètres, en fonction des performances de la box Edge AI. Tous les élèves autour pourront avoir accès à ces ressources-là disponibles sur la box. Donc ça, c'est un peu comme des routeurs Wi-Fi, mais c'est des boîtes d'IA, des mini-serveurs sur lesquels des IA sont déplacés. Et ça, c'est un enjeu ou c'est une solution très, très pratique qui peut servir à rapprocher les zones rurales de l'IA et des outils IA pour l'éducation. Donc, il y a aussi dans d'autres domaines comme la santé, je crois avoir vu passer ça quelque part, dans d'autres domaines comme la santé, il y a des solutions locales. Au Bénin, par exemple, il y a une structure, je pense à Djibola, qui utilise l'IA pour l'imagerie, pour le computer vision, pour faciliter l'accès à l'interprétation de radiologie pour assister les médecins et faciliter l'accès à cette solution-là dans les zones rurales où les zones, il y a de moins en moins de personnel médical. Il y a aussi la possibilité d'avoir une IA qui permet de se renseigner sur les médicaments et les interactions médicamenteuses pour les médecins pour faciliter la prescription médicale dans les zones où il y a de moins en moins de personnel médical formé ou bien formé. Donc, il y a différents aspects ou solutions locales qui sont en place et qui peuvent être mises en place. Mon mot de fin, ce sera en termes d'adoption à l'endroit des PME, de partir de la vision, de penser à former leur personnel, de définir des objectifs clairs et d'évaluer ces objectifs-là. Et pourquoi pas se faire accompagner par des professionnels. Et à l'endroit du public, à l'endroit des personnes qui ne sont pas décideuses forcément, des employés, du public, des étudiants, ce serait de commencer dès maintenant à se demander en quoi est-ce que l'IA va changer mon métier, qu'est-ce que l'IA peut apporter dans mon métier et commencer de façon spontanée, soit même d'être proactif sur ça, de se former sur ces différents aspects-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié les questions des gens relatives au métier, comment l'IA affecte mon métier de comptable, comment il affecte mon métier de RH, comment il affecte mon métier d'assistante virtuelle qu'on a reçue dans le chat. Donc, commencez dès maintenant parce que c'est un peu comme toutes les révolutions industrielles. Il y aura des métiers qui vont bouger, qui vont évoluer et être ouverts à la reconversion vers aussi d'autres métiers connexes en rapport avec l'IA. Donc, merci beaucoup et j'espère qu'on saura tous tirer profit de l'IA. Merci beaucoup, docteur Idjaton, pour ces précisions et je donne en guise de conclusion la parole à la nation du Bénin, l'organisateur, à savoir Monsieur Paul Amoussou. Vous avez la parole. Merci Catherine, merci à nos speakers. L'intelligence artificielle est une technologie puissante qui révolutionne le monde tout court. Et spécifiquement, nous nous sommes intéressés cet après-midi au monde des entreprises. Et je remercie nos experts pour leur éclairage, nous avoir permis d'approfondir nos connaissances sur l'IA
et nous fait découvrir ces applications professionnelles. Ils nous ont démontré comment l'adoption de l'IA de manière innovante et responsable est essentielle pour tirer pleinement parti de cette technologie transformative. Ils nous ont démontré comment utiliser l'intelligence artificielle de manière stratégique peut contribuer et aider les entreprises à atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, mais également d'innovation. Et donc, j'espère que l'audience a eu la même satisfaction que moi. Je n'ai pas perdu une miette des interventions des uns et des autres. Et je remercie Dr. Kouburatou Idiaton, Monsieur Kouaté Joël Parfait, Rodolphe Aka et Catherine pour l'excellence et la qualité des échanges auxquels nous avons assisté et pris part cet après-midi. La nation s'honore de vos contributions et participations et vous donne rendez-vous pour très, très bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée à tous et bonne fête. Merci. Bonne fête.